Donc, globalisation financière, on en a parlé. Je vous laisse vous-même travailler peut-être un peu, je n'ai pas le temps de tout détailler sur les notions de géographie financière. D'accord, mais ces notions de géographie financière sont importantes. Mais bon, j'en ai parlé. Autre concept clé que j'avais annoncé, le concept de financiarisation. Je l'avais dit, la financiarisation, ce n'est pas que quantitatif, c'est qualitatif. C'est la montée en puissance des techniques, des pratiques, des représentations et des valeurs. Et je vous avais donné plusieurs exemples, j'ai déjà abordé ce point. L'exemple, par exemple, de la cotation en bourse des clubs de foot. J'ai parlé de la création des marchés dérivés de permis d'émission pour ce qui est de l'économie de l'environnement. On voit bien que les valeurs de la sphère financière imprègnent de plus en plus des domaines qui relevaient pas du tout de la sphère financière il y a encore quelques années. Voilà, bon, on l'avait abordé. Ce sur quoi la deuxième partie de la séance va porter, c'est sur la théorie des innovations financières. D'accord ? On va avoir deux sous-parties. Une première partie pour caractériser, définir l'innovation financière, et ensuite une partie sur les déterminants de l'innovation financière. Alors, c'est difficile de définir les innovations financières. C'est pour ça que je veux commencer par ce point. Pourquoi ? Parce que les innovations financières constituent un ensemble vraiment vaste et très hétérogène. Alors, plutôt que de définir l'innovation financière, on va essayer d'examiner ses caractéristiques. Et puis, vous allez voir, je vais utiliser un certain nombre de caractéristiques que je vais emprunter à l'économie industrielle, et notamment aux travaux de Schumpeter, qui vont permettre donc de caractériser un peu mieux l'innovation financière. Première distinction qu'on peut faire, qui va nous permettre de mieux comprendre ce que c'est que l'innovation financière. La distinction qu'il y a entre les innovations radicales et incrémentales. Comme leur nom l'indique, les innovations radicales sont disruptives, au sens où elles changent, elles révolutionnent les pratiques. Et puis, il y a d'autres innovations qui sont, elles, plus marginales, incrémentales. D'accord ? Vous voyez bien le sens de cette distinction. Eh bien, quand on a cette distinction en tête, on s'aperçoit très vite qu'en finance, la plupart des innovations sont incrémentales. Il y a très peu d'innovations radicales. C'est beaucoup des modifications à la marge des produits. Des produits qui existent depuis des centaines, voire des milliers d'années parfois, qui sont raffinés. Les produits dérivés, notamment. Produits dérivés, j'ai eu l'occasion, je crois, de vous le rappeler, mais les produits dérivés existent depuis au moins la haute antiquité. Et on en est sûr, puisque dans son ouvrage « La politique », l'ouvrage du philosophe Aristote, on mentionne, dans l'ouvrage, à un moment donné, on mentionne l'utilisation des dérivés, des stratégies à terme. Donc ça remonte à une époque ancienne. Alors à l'époque, les contrats à terme portent sur l'huile d'olive, dont on va pouvoir, que l'on va pouvoir acheter ou vendre à terme, donc c'est des futurs, ce qu'on appellerait aujourd'hui des futurs. Alors évidemment, Aristote ne mentionne pas le terme, mais sa stratégie est bien celle-ci. Il parle également d'options, il y a des primes qui sont payées pour avoir la possibilité d'acheter ou de vendre de l'huile d'olive à terme. Donc l'innovation, elle existe parce qu'aujourd'hui, les produits dérivés, vous le savez, portent assez marginalement sur des denrées périssables. Ça continue de porter sur des denrées périssables. Il y a des marchés dérivés sur le cacao, le riz, le blé. Mais c'est très marginal. Aujourd'hui, c'est davantage sur des actifs financiers, sur des actions, sur les taux, sur le change, sur les indices, et puis sur les permis d'émission négociables. À chaque fois, ces évolutions-là représentent des innovations financières, mais ce sont des innovations plutôt incrémentales et pas radicales. Une illustration.
Je répète, dans l'ensemble, les innovations financières sont souvent des innovations incrémentales, très peu d'innovations radicales, quand même quelques-unes. Est-ce que vous avez quelques innovations radicales en tête? Alors, une innovation qui est souvent citée comme exemple, c'est, dans le domaine de la finance, et de la banque et de la monnaie, c'est la carte à puce. La carte à puce, c'est vrai, a représenté une innovation radicale, puisque ça change la nature même des transactions monétaires. C'est vrai. La création des titres aux porteurs, ça remonte à plusieurs centaines d'années, mais la création des titres aux porteurs, c'est une innovation aussi radicale. Vous en avez d'autres en tête? La banque à distance. Alors évidemment, la classification est très subjective. Mais moi j'aurais tendance à dire que la banque à distance, c'est pas une innovation radicale. C'est discutable, hein. D'ailleurs c'est pour ça qu'on a ces typologies, hein. C'est pas pour classer, c'est pour réfléchir. Mais la banque à distance, je vois pas tellement la différence lorsque je vais au guichet retirer un chéquier ou si je le commande en ligne. Donc non, je ne serais pas de votre avis, mais c'est important de mentionner cet exemple. Il y a quelques innovations là récentes qui sont vraiment radicales. Par exemple, le crowdfunding. Je donne moi-même un exemple. Le crowdfunding, ce n'est pas une innovation radicale. C'est des opérations de prêt. C'est pas très innovant. Oui, la carte bancaire, je suis d'accord avec vous. C'est ce que je disais, la carte à puce. J'utilisais le terme de carte à puce, c'est la carte bancaire auquel je pensais. On en parle beaucoup en ce moment. Tout à l'heure, j'ai même évoqué le cas. Les crypto-monnaies, exactement. Les crypto-monnaies, là, c'est vrai que c'est une innovation radicale. Mais on en a très peu, oui. Mais celui-ci, cet exemple-là, c'est un bon exemple, évidemment, d'innovation vraiment radicale. Il y en a très très peu. Eh bien ça, c'est déjà une différence par rapport à l'innovation industrielle. Parce que dans l'industrie, on en a beaucoup, des innovations radicales. Je ne sais pas moi, le smartphone, l'énergie nucléaire, le photovoltaïque, je ne sais pas. C'est beaucoup plus marquant. Et c'est pas innocent de dire cela. Parce que je crois important, et je le fais souvent, je crois important d'aborder aussi la question des valeurs. Et souvent, le secteur financier se présente comme un secteur innovant. Quand vous entendez les banquiers, les représentants des marchés, ils vantent l'aspect innovant, créatif de la finance. Alors c'est vrai que dans toute activité, il y a des aspects plus ou moins créatifs. Mais c'est quand même un peu survendu, le caractère créatif et innovant de la finance. C'est beaucoup moins créatif de travailler dans une banque, c'est beaucoup moins innovant de travailler sur les marchés que de travailler au sein d'une start-up qui va développer, je ne sais pas moi, quelle industrie basée sur les nanotechnologies. Je donne un exemple qui est complètement voilà, imaginaire, mais vous voyez ce que je veux dire. Attention à ne pas survendre le caractère innovant de la finance. Non, le secteur financier, ce n'est pas un secteur très innovant. Et pourtant, le secteur bancaire et financier, par exemple, perçoit une part importante des crédits impôt recherche. Donc, voilà, ça doit susciter quand même un certain nombre d'interrogations. Donc on a cette distinction radicale incrémentale, je crois que c'est une distinction qui nous fait réfléchir. Et puis, je vous disais, si on prend l'approche de Schumpeter, qui est la référence en matière d'économie de l'innovation, eh bien Schumpeter, traditionnellement, distingue plusieurs types d'innovations. Les innovations de processus, les innovations de produits, les innovations de marché, l'apparition de nouvelles matières premières et les nouvelles formes organisationnelles. Voilà les 5 catégories qui sont mises en évidence dans la théorie schumpeterienne de l'innovation. Eh bien, sur la base de cette typologie, qui au départ est pensée pour l'innovation industrielle, eh bien, on peut s'interroger sur... On peut essayer de l'appliquer aux innovations financières. Alors, si on parle d'innovation de processus, dans le cadre de l'innovation financière, c'est quoi l'innovation de processus dans le cadre de l'innovation financière?
eh bien, immédiatement nous vient à l'esprit l'intégration des nouvelles technologies à l'univers des marchés financiers. Vous avez un exemple explicite à me donner comme innovation de processus? Alors, vous l'avez dit, la banque en ligne, typiquement. Et sur les marchés, vous avez un exemple? Trading haute fréquence, exactement. Je pense qu'on peut classer dans cette catégorie. Donc, ça nous permet de mieux comprendre, de mieux visualiser les choses. L'innovation de produits. L'innovation de produits, c'est l'apparition de nouveaux produits financiers. Ou bien, alors qu'est-ce que c'est qu'un nouveau produit? Bien, ça dépend. S'il y a une modification à la marge, c'est un nouveau produit. Et bien, des innovations de produits, on en a beaucoup. C'est par exemple les produits dérivés. Comment? Excusez-moi, je ne vous ai pas entendu. Voilà, la titrisation, c'est une innovation de produits, les CDS, les CDO, vous avez raison. On a là un grand nombre de produits. Et c'est d'autant plus facile d'innover en finance qu'en fait, les produits financiers sont bien souvent des contrats. Et c'est très facile de changer les caractéristiques des contrats, les combiner. Ça ne pose pas de difficulté. Je prends un exemple. Dans l'industrie pharmaceutique, lorsque vous avez une molécule, si vous changez un ingrédient de la molécule, ça change tout. Vous changez fondamentalement ses propriétés, faire évoluer une molécule dans... Bon, c'est a priori pas évident, et encore une fois, on n'est pas spécialiste du domaine, mais on voit bien que c'est pas évident. En revanche, en contrat financier, l'adapter, on n'a pas de titrisation, adapter la titrisation à des crédits immobiliers, ce qui est la base, mais donc développer ça aussi pour les crédits automobiles, pour les crédits à la consommation, pour les prêts étudiants. Vous savez, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, la titrisation elle porte beaucoup aux États-Unis sur les prêts étudiants. Bon. Alors, c'est une innovation, mais vous voyez bien que ça ne pose pas de difficultés particulières. C'est pas très créatif. Alors après, il y a des choses qui sont plus créatives. On l'adopte, je vous ai donné l'exemple des Bowie Bonds, on va l'adopter aux droits d'auteur ou à des revenus futurs. Bon, mais c'est plus facile, vous voyez bien, d'innover en la matière que dans d'autres secteurs. Donc beaucoup d'innovation de produits. Les produits financiers, c'est un ensemble aujourd'hui indénombrable. Je ne peux pas vous dire, personne n'est en mesure de vous dire combien il y a de produits financiers différents qui sont traités sur les marchés financiers, tellement vous avez 2 produits différents. C'est particulièrement vrai dans le cas des produits dérivés, parce que dans le cas des produits dérivés, vous pouvez ajouter des clauses. Je prends un exemple. Vous connaissez bien sûr les options sur actions. C'est la base. Aujourd'hui, lorsqu'on étudie les produits dérivés, et encore une fois, c'est bon, l'occasion de faire un lien avec le cours sur les produits dérivés. Donc, vous étudiez les produits sur actions. Mais vous savez, donc une option sur action, vous définissez un prix d'exercice. Vous connaissez les options asiatiques? Elles sont dites les options asiatiques. Alors, les options asiatiques, c'est des options qui sont un peu particulières, dans lesquelles le prix d'exercice n'est pas défini a priori, c'est pas une variable, c'est pas un paramètre, excusez-moi, défini, c'est une fonction, c'est la moyenne des prix observés sur une période donnée. Si vous achetez une option sur l'indice CAC 40, vous prenez un prix d'exercice, par exemple, de 5400 points. Voilà. C'est défini dès aujourd'hui. Ce paramètre-là, il est connu. Si vous achetez une option asiatique, alors ça se fait de gré à gré. Il n'y a pas de marché pour ces options asiatiques, de marché réglementé. Si vous les achetez de gré à gré, ces options asiatiques, eh bien le prix d'exercice, vous ne le définissez pas comme, par exemple, ici, j'ai pris 5400 points, vous direz, ça va être la moyenne des prix observés de telle date à telle date. Bon, voilà, c'est une clause. Et puis, il y a d'autres clauses. Vous pouvez mettre des clauses activantes ou désactivantes. Vous pouvez dire, voilà, j'ai une option qui me donne, par exemple, le droit d'acheter certains actifs sous-jacents, une quantité fixe, à un prix défini à l'avance dans 3 mois. C'est une option standard, sauf que cette option sera désactivée si, d'ici l'échéance, eh bien, le sous-jacent atteindra telle valeur, à la hausse ou à la baisse. C'est activant par le haut, par le bas, les options up, les options down. Enfin, il y a plein de catégories d'options. Vous voyez bien que là, l'innovation, elle est marginale.
c'est bien la création d'un nouveau produit en changeant une caractéristique du contrat. Donc les options à barrière activante, ça existe, hein. D'ailleurs, la barrière peut être liée au sous-jacent ou pas. On peut avoir une barrière qui s'active sur un indice de référence qui n'est pas le sous-jacent. Alors pourquoi s'interdire d'innover? Et c'est en ce sens que l'innovation financière est très féconde. Quand on nous dit que la finance est une industrie très innovante, oui, parce qu'il y a beaucoup de produits, parce qu'il y a autant de produits que de caractéristiques. Et puis on peut aussi modifier les catégories de sous-jacents. Est-ce que c'est une innovation financière, par exemple, si vous avez, je prends cet exemple-là, vous êtes un grand gestionnaire de fonds, vous êtes gérant d'un fonds qui gère plusieurs milliards, et pour une raison quelconque, vous n'êtes pas, vous avez un portefeuille qui n'est pas le portefeuille standard, CAC 40, je ne sais quoi. Eh bien, en tant qu'ingénieur financier, je peux vous proposer une couverture qui va être spécifique à votre portefeuille. Donc, je ne vais pas vous vendre une option sur un CAC 40, je vais vous vendre une option sur un portefeuille qui est défini. Bon, est-ce que c'est un nouveau produit? Est-ce que c'est une innovation? C'est un nouveau sous-jacent, un sous-jacent sur mesure, mais est-ce que c'est un nouveau produit? Non. Et pourtant, on nous vend ça comme des produits innovants. Voilà, moi je tempère un petit peu. Quoi qu'il en soit, on retient que des produits financiers, il en existe des tonnes. Et ils s'en créent tous les jours. Il y a plein d'exemples. Hein. De gré à gré, se vendaient des options, par exemple, oui, c'était, je ne sais pas si c'est des options de contrat à terme, en tout cas des dérivés FIFA. Alors, c'était quoi les dérivés FIFA? Vous connaissez la FIFA? C'est la Fédération internationale de football. Et A, c'est Association, ouais, c'est ça. Okay. J'imagine. Hein. Donc, la FIFA. Alors, qu'est-ce que c'est que ces dérivés FIFA? Je donne cet exemple, qui est un exemple évidemment marginal. Les montants sont ridicules par rapport à... Mais ça vous montre à quel point l'innovation financière peut aller loin, en fait, puisqu'il s'agit simplement de contrats. Donc la FIFA organise régulièrement donc, la Coupe du Monde, et une partie importante des recettes de la FIFA sont liées donc, à cet événement qui est organisé une fois tous les 4 ans. Donc il s'agit de ne pas se tromper. Hein, l'essentiel des revenus, c'est de la billetterie et des recettes budgétaires. Et des recettes publicitaires. Et la billetterie comme les recettes publicitaires sont en fonction aussi de la qualité des matchs, de la qualité du spectacle, précisément. Eh bien, la FIFA peut chercher à se couvrir en faisant quoi? Eh bien, en négociant avec une banque ou de gré à gré, hein. C'est des instruments qui sont qualifiés sur mesure, d'accord? On va négocier la chose suivante. On va prendre comme référence le nombre de buts. Parce que le nombre de buts inscrits dans une phase finale de Coupe du Monde, c'est un indicateur, un bon indicateur du niveau de spectacle. Okay. Alors, j'ai aucune idée du nombre de buts moyens marqués dans les phases finales de Coupe du Monde, qu'importe, prenons 200. Alors, généralement, c'est 200. Donc, on fixe un contrat d'option, par exemple, dans lequel, eh bien, au-dessus de 200 buts inscrits, ça veut dire que la Coupe du Monde aurait été un succès. Ben, il ne se passe rien. En deçà, pour chaque but manquant, si vous voulez, par rapport aux 200 buts que j'avais fixés comme référence, et ben pour chaque but manquant, ma contrepartie me paiera, je sais pas, 1 million, 10 millions, donc fois le nombre de buts, fois la différence entre le nombre de buts qui est le prix d'exercice et l'observation. Voilà. Ça, c'est un contrat dérivé. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Rien du tout. D'accord? C'est une négociation entre deux parties. Okay. Donc, des innovations financières, vous voyez, on peut en faire plein. On peut en faire plein. Alors, j'ai pris volontairement un exemple qui est très éloigné de ce qui se fait quotidiennement, hein, pour vous montrer à quel point ça peut être varié. Pour prendre des exemples plus importants, hein, moins exotiques, vous connaissez certainement les dérivés climatiques. Les dérivés climatiques, ça représente une innovation importante. Hein, les dérivés climatiques se basent sur la même idée, sur l'idée
l'idée selon laquelle, dès lors qu'on a un indice, ça peut être un nombre de buts marqués, ça peut être l'indice CAC 40, un indice boursier, bon, bien, ça peut être un indice de température ou un indice de précipitation. Et donc, on va construire des dérivés, qu'on appelle des dérivés climatiques, avec comme référence, je vous disais, des indices climatiques. Je reprends mon exemple. J'invente là, hein, d'accord? Je vous donne une illustration fictive, hein, mais qu'importe. Ce qu'il faut, c'est comprendre le mécanisme. Vous fixez par exemple une certaine température, la température moyenne observée eh bien, à Paris au mois de juin est de 20 degrés. D'accord? Eh bien, pensons à un contrat à terme. Au-delà de 20 degrés, chaque degré supplémentaire conduira à ce que je vous paie eh bien, 1 degré fois la valeur qu'on a fixée pour 1 degré, donc pas 1 million. Donc si c'est 4 degrés en plus, ce sera 4 millions. Et à l'inverse, si on est en deçà des 20 degrés, bah, chaque degré supplémentaire, c'est vous qui me verserez eh bien, 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions en fonction des températures observées. Ces dérivés climatiques sont apparus à la fin des années 90, principalement à Chicago, sur les températures. On en a eu aussi, je vous dis, sur les précipitations sur aussi la force du vent, qui se mesure de manière objective. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une mesure objective du phénomène, et non manipulable. C'est important, parce que si la mesure est manipulable, vous allez être réticent à souscrire un contrat. Là, en l'occurrence, personne n'imagine pouvoir manipuler ce type de mesure. Ça a fait le buzz durant plusieurs années, mais le marché n'a jamais vraiment décollé. Ces instruments-là restent quand même relativement confidentiels. Mais ils ont leur utilité. Prenons le cas, par exemple, d'un des acteurs majeurs des dérivés climatiques en France. Euronext avait essayé de lancer ça. Je vous dis, ça n'a pas extrêmement bien marché, mais un des acteurs majeurs à l'époque, c'était Eurodisney. Eurodisney qui se couvrait ainsi contre la baisse de fréquentation dans ses parcs. Donc vous imaginez bien qu'il y a un dérivé climatique sur... alors, ce qui est plus important, ce n'est pas tant les températures, mais les précipitations. Des dérivés climatiques sur les précipitations, c'est utile pour une entreprise comme Eurodisney, dont l'activité est très dépendante de la météo. Je prends l'exemple d'Eurodisney. Pour les dérivés climatiques, on a beaucoup d'énergéticiens, qui sont des acteurs majeurs. Parce que, évidemment, le prix de l'électricité varie beaucoup en fonction des saisons, en fonction de la consommation, en fonction des aléas climatiques. Donc, on a besoin de gérer ce risque-là. Mon point est d'essayer de vous donner un aperçu de la grande variété des innovations de produits, tout en relativisant le caractère innovant. Je vais aller encore un peu plus loin dans ce sens. Reprenons le cas d'Eurodisney. Eurodisney peut gérer ses risques en utilisant des dérivés climatiques. Mais est-ce que c'est la panacée? Est-ce que cette solution, elle est vraiment nouvelle? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres façons de gérer les risques climatiques auparavant? Bien si. Que faisaient auparavant les entreprises? Eh bien, les entreprises diversifiaient leurs actifs. Et le cas d'Eurodisney, je ne l'ai pas cité par hasard, il est tout à fait emblématique de cette diversification. Disney produit à la fois des films, des cassettes vidéo, là. Enfin, vous avez compris. Des DVD. Hein. Et des parcs. C'est une activité qui est justement diversifiée. D'accord? Hein. Quand il pleut, vous allez au ciné, et s'il ne pleut pas, vous allez au parc. Hein. Il y a une vraie logique industrielle. Et donc la gestion des risques se faisait en interne par diversification. Elle était pensée en amont par le groupe. Ça me permet d'insister sur le fait, encore une fois, qu'il y a toujours deux moyens de gérer les risques. J'insiste parce qu'une question m'a été posée tout à l'heure sur ce point pendant la pause. Soit vous gérez les risques en interne, soit vous les gérez en externe. Les marchés dérivés n'ont pas le monopole de la gestion des risques. Il y a d'autres outils qui peuvent être utilisés
d'autres outils plus efficaces parfois. Okay. Voilà pour les innovations de produits. Les innovations de marché, création de nouveaux marchés. Alors là, c'est très lié en finance à la création de nouveaux produits. Les produits créent un marché. Quand vous introduisez de nouvelles options, par exemple, quand en France on a introduit les options sur actions, on a créé de manière concomitante le MONEP, le marché des options négociables de Paris. Aujourd'hui, ces noms-là ont un peu disparu, mais la création du produit a été concomitante avec la création du marché sur lequel on traite ces produits. De la même manière, une innovation de produit intéressante ces dernières années, c'est la création des ETF. Les ETF, Exchange Trade Funds, sont des véhicules que vous pouvez acheter et vendre comme des actions, mais qui sont représentatifs d'un portefeuille. Alors les ETF sont souvent, ça vous dit rien les ETF? On parle de trackers également. Les ETF sont souvent liés à des indices. Donc vous avez des ETF sur le CAC 40, donc plutôt qu'acheter une action du CAC 40, vous achetez directement un ETF CAC 40 et vous avez des variations de prix qui sont corrélées très fortement aux variations du CAC 40. Donc c'est un outil de diversification qui est utile. Eh bien ces ETF, innovation de produits, ont conduit à la création d'un segment spécifique sur Euronext pour la cotation de ces nouveaux produits. Donc, encore une fois, les innovations de produits et de marché sont concomitantes en finance. Schumpeter nous fait également met l'accent aussi sur la découverte de nouvelles matières premières. Alors, c'est intéressant d'imaginer ce que ça peut signifier en finance. On voit bien dans l'industrie, si on découvre de nouvelles matières premières, on voit bien en quoi ça peut être innovant. En finance, c'est moins évident, et donc, là, encore une fois, le mérite de la typologie, c'est de nous amener à réfléchir. Eh bien, la matière première des banques, pas que, mais c'est notamment les dépôts. Eh bien, les banques ont innové pour avoir de nouveaux dépôts. Auparavant, je prends cet exemple, mais quand j'étais plus jeune, et encore aujourd'hui, j'en suis sûr, les jeunes avaient des tirelires. Quand vous aviez un petit peu d'argent, de vos grands-parents à Noël, voilà, vous aviez une tirelire. Cet argent-là, il est thésaurisé. Il est thésaurisé et il échappait aux banques. Et donc, à partir des années 80, les banques, avec l'impulsion de l'État, ont communiqué sur l'importance de l'éducation financière chez les jeunes, de manière, l'argument marketing était le suivant, apprenez à vos enfants à gérer un compte en banque. Et donc, on a développé des livrets spécifiques pour les jeunes. Vous avez peut-être d'ailleurs eu cela quand vous étiez jeune. Vous aviez accès peut-être même à un chéquier, peut-être même à une carte de paiement. D'accord ? Avec l'idée de la banque, bien sûr, la banque est très désintéressée. L'idée, c'est d'aider les jeunes d'apprendre aux jeunes à gérer leur budget. Bon, évidemment, ça c'est un argument très marketing. L'objectif, c'était de récupérer des dépôts. C'est que les dépôts sont très importants pour les banques parce que ça rentre en compte dans le calcul des ratios. D'accord ? Cette course au dépôt elle est importante. Donc, les banques créent des véhicules pour attirer donc des dépôts. C'est tout à fait normal. Par exemple, je disais, donc, création du livret jeune en 86. Donc, des nouvelles matières premières, oui, éventuellement. Des nouvelles sources de dépôts, attirer de nouveaux consommateurs, ça peut être vu comme une forme d'organisation. Et puis, dernier élément de la typologie schumpeterienne, la création de nouvelles formes organisationnelles. Alors là, on est bien sûr, on a bien sûr des exemples importants à donner, la banque assurance, la titrisation également.
La titrisation, c'est de nouveaux produits, mais c'est également de nouvelles formes organisationnelles, parce qu'il faut développer des véhicules spécifiques. Donc, ça fait partie aussi des innovations. Donc voilà, on a fait un premier point en détaillant les caractéristiques de l'innovation financière. En comparant cette innovation financière aux innovations industrielles, en tout cas en retenant la même typologie. Et puis ça va nous amener à voir quelles sont les spécificités de l'innovation financière par rapport aux autres innovations. Eh bien, la spécificité principale de l'innovation financière, c'est son caractère hybride. Innovation de produit, innovation de processus, innovation de marché, tout ça, au fond, est bien mélangé. Mais c'est surtout, je dis la spécificité principale, il y en a au moins deux, le caractère hybride d'une part, et puis la facilité avec laquelle l'innovation financière se copie. Quand on parle d'innovation industrielle, on pense immédiatement à la notion de brevet. D'accord ? Si vous faites un cours sur une innovation en éco-indus, très rapidement, on vous parlera des brevets et de la politique en la matière. Vous savez, le brevet, c'est un outil de politique économique c'est exceptionnel dans la mesure où on va, pour une fois, contraindre la concurrence, on va favoriser des monopoles, ce qui, d'habitude, en économie, n'est pas la voie qui est suivie. Mais vous savez très bien que si on favorise des monopoles temporaires, c'est pour inciter les entreprises à innover. Vous avez cette logique-là, vous l'avez vu dans vos cours de microéconomie. Avoir une position de monopole temporaire, ça a finalement des répercussions positives sur la croissance puisque ça pousse à innover. Toute la question dans le cadre des monopoles, c'est... excusez-moi, je me reprends. Toute la question dans le cadre des brevets, c'est quoi? La question clé, au fait. Parce que tout le monde comprend l'idée et tout le monde, je crois, adhère à cette idée que, eh bien, on a intérêt à favoriser l'innovation industrielle. Et donc, pour cela, les brevets, ça peut être utile. Quel est le paramètre clé? Donc, je dis qu'il y a un consensus sur l'idée générale, mais où il y a débat, c'est sur quel point? Le point clé dans la discussion sur les brevets, c'est la durée du brevet. C'est le point clé. On est d'accord avec l'idée que ça peut avoir des effets positifs. Tant, évidemment, que le brevet a une durée suffisamment courte. Mais pas trop non plus, parce que sinon le caractère incitatif n'y est pas. Okay? Donc c'est un point important. Eh bien, pour revenir à l'innovation financière, eh bien, dans le cas de la finance, il n'y a pas de brevet. Donc on a une innovation sans brevet. Tout à l'heure, je l'ai répété à plusieurs reprises, j'ai dit, est-ce qu'on peut parler vraiment d'innovation dans le cas de la finance? C'est souvent des choses un peu marginales. Et puis, autre élément, il n'y a pas de brevet. Donc ça doit nous interpeller quelque part. Il n'y a pas de brevet. Et les produits se copient facilement, de fait, s'il n'y a pas de brevet. Et pourquoi il n'y a pas de brevet? Structurellement, parce que l'innovation financière, qui repose surtout sur bien la rédaction de nouveaux contrats, eh bien, ces éléments-là ne sont pas brevetables. Je rappelle que les brevets concernent exclusivement les inventions et les exploitations industrielles et commerciales qui découlent de ces inventions. Ce n'est pas applicable au contrat. Vous pouvez breveter une molécule, vous ne pouvez pas breveter un contrat. Et puis, à imaginer que les contrats soient brevetables, encore une fois, changer une des caractéristiques du contrat, ou quelques-unes des caractéristiques du contrat, vous permettrait de contourner très simplement un brevet, ce qui n'est pas le cas dans l'industrie. Dans l'industrie, si vous développez un nouveau matériau, si vous commencez à changer un peu les propriétés moléculaires de ce matériau, vous changez les caractéristiques du matériau et donc vous perdez tout l'avantage. Dans le cas d'un contrat, rien de tel. Donc, il n'y a pas de brevet. Ce qui fait que l'innovation financière se copie. Et tout à l'heure, j'ai insisté, ça paraissait
évident, mais j'insistais sur l'uniformité des produits. Souvenez-vous, je disais, on a les mêmes produits partout dans le monde. On a les mêmes produits partout dans le monde parce que ça se copie très facilement. Si un nouveau produit apparaît à New York, le lendemain, vous pouvez vous assurer qu'à Hong Kong, à Paris, à Amsterdam, on peut voir apparaître des produits similaires sans aucun problème. Alors, je dis qu'il n'y a pas de brevet. Il y a quelques tentatives de brevet. La carte bancaire dont on a parlé tout à l'heure a fait l'objet d'un brevet, d'ailleurs déposé par un Français. D'ailleurs, ce brevet lui a rapporté énormément d'argent. C'est une vraie success story, cette histoire. Mais qu'importe. Il y a aussi des brevets déposés par les banques. Un exemple connu, c'est en 1977, le brevet sur les cash management accounts. Donc, c'est comment on gère les liquidités sur les comptes. Vous savez qu'en 1977, vous avez ça en tête, l'inflation aux États-Unis est importante, est élevée. D'accord, élevée. Et donc, on a intérêt et les dépôts bancaires sont réglementés. Donc, on a intérêt à automatiser, les banques proposent à leurs clients d'automatiser les transferts du livret vers le compte. D'accord ? Eh bien, une fois que c'est mis en place par Merrill Lynch, toutes les banques procèdent de la même manière et proposent des produits qui sont très très similaires. Ce qui dissuade évidemment les autres banques de déposer des brevets, ça coûte de déposer des brevets. Donc il y en a des brevets en finance, mais il y en a très peu, très très peu. Et du coup, on a une diffusion rapide des innovations financières. Diffusion rapide, un cycle de vie, enfin les phases du cycle de vie qui sont très courtes, et puis un effet de cliquet. Il n'y a pas de brevet. De fait, les innovations financières, qu'importe, je vais très vite, ne disparaissent pas. D'accord ? Elles restent latentes, les caractéristiques restent présentes. Ça paraît bête, mais pensons à l'industrie encore une fois. Quand vous avez une télé écran plat, les télés, je ne sais pas comment on appelle ça, LCD, c'est ça ? Enfin, plasma ou je ne sais pas quoi, enfin les écrans plats. Quand apparaissent les télés à écran plat, bien, finalement les tubes cathodiques sont complètement évincés du marché. Et personne aujourd'hui va acheter une télé cathodique. Lorsque apparaissent les téléphones portables, ça marque la fin des téléphones filaires. Donc une des propriétés, une des caractéristiques de l'innovation industrielle, c'est que on a un cycle de vie, et puis les produits, les nouvelles générations de produits remplacent les anciens produits. On n'a plus que des téléphones tactiles, ça a remplacé les fameux BlackBerry. Peut-être que vous avez même ignoré, parce que vous ignorez même peut-être ce que c'est qu'un BlackBerry, mais ça a été très populaire à un moment donné. Pour l'innovation financière, il n'y a rien de tel. Tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait énormément de contrats, énormément de produits, parce que les produits ne disparaissent pas. Finalement, ils sont toujours là. Et puis, je l'ai dit, la copie, elle se fait facilement à l'international. Un petit bémol, facilement. Parfois, ça prend quelques années quand même. Et puis, il y a des pays qui ne sont pas forcément à la pointe. On sait que les pays anglo-saxons en finance, traditionnellement, sont les pays les plus innovants. Énormément d'exemples. À l'inverse, l'Allemagne, le Japon sont connus pour être des pays qui sont vraiment suiveurs en matière d'innovation financière. Sans pour autant que ça ait nui à leur développement économique, vraiment. Il y a un avantage à être suiveur dans les cours de microéconomie, je pense que ça vous le voyez, il y a un first mover advantage, un avantage pour celui qui innove, mais dans certains cas de figure, pour avoir un retour d'expérience, ce n'est pas inutile d'être suiveur. Ce n'est pas inintéressant, on bénéficie d'un retour d'expérience. C'est ce qu'ont fait l'Allemagne, notamment. Sur les produits dérivés, c'est vraiment la très bonne illustration. Les produits dérivés, évidemment, c'est à partir des 70-80 que ça se développe beaucoup à Chicago, aux États-Unis. En Europe, les produits dérivés se développent à Londres, à Amsterdam, puis à Paris, et seulement dans les années 80 à Paris, et seulement au début des années 90 à Francfort. Donc bien plus tard. Sauf que Francfort, d'emblée, le marché dérivé allemand
c'est d'emblée un marché électronique, alors que les marchés dérivés parisiens étaient situés place de la Bourse, hein, et c'était des tradings sur le parquet, comme on le faisait historiquement. Ce qui a permis à Francfort de s'imposer rapidement. Le fait d'attendre leur a permis, finalement, de s'imposer. Aujourd'hui, vous savez que le premier marché dérivé en Europe, c'est Eurex, c'est le marché allemand, bien loin devant le marché parisien, qui était pourtant, à la fin des années 80, le marché leader en Europe continentale pour les dérivés. Voilà, ça c'est vraiment le cas d'école qui permet de bien se convaincre que être les premiers, c'est pas forcément un avantage. Alors, je poursuis cette idée. L'idée selon laquelle donc il n'y a pas de brevet. Donc, s'il n'y a pas de brevet, se pose la question de savoir pourquoi on innove. Si vous n'êtes pas protégé par une position de monopole, même temporaire, on ne comprend pas bien pourquoi il y a une incitation à innover. En économie industrielle, on nous dit que les entreprises innovent justement pour avoir cette position de monopole. S'il n'y a pas de brevet, il n'y a plus d'innovation. C'est ce qu'on nous dit en économie industrielle. Alors pourquoi, alors qu'il n'y a pas de brevet, avons-nous des innovations financières? Eh bien, il y a plusieurs théories économiques qui apportent des réponses à cette question. C'est des choses qui sont assez bien connues, je vais aller vite. Hein. Il y a deux approches. L'approche par la demande, hein, c'est les papiers de Dessay et Lowe dans les années 80, qui montrent que l'innovation financière, eh bien, en fait, c'est une combinaison de caractéristiques. Et l'idée, eh bien, c'est de répondre à la demande de la clientèle. C'est pour ça qu'on parle d'approche par la demande. Donc, les clients ont des demandes bien spécifiques et l'innovation financière consiste à combiner des caractéristiques liées à d'anciens produits pour répondre à cette demande. Bon, c'est hérité des travaux de Lancaster en économie sur la variété, sur ce genre d'éléments de microéconomie. Je n'ai pas besoin de détailler, c'est pas le point le plus important. Et puis il y a une autre approche qui a été qui est certainement plus intéressante, qui est l'approche par l'offre que l'on doit à Silbert et qui a été repris par Edward Kane. Edward Kane, c'est un universitaire américain qui a beaucoup travaillé sur ces questions d'innovation financière, mais pas que. Hein, c'est un des spécialistes de la régulation bancaire, il est assez âgé maintenant, mais c'est un économiste de renom sur ces thématiques. Donc Silbert en 1975, puis Edward Kane dans les années 80, développent une dynamique de l'innovation financière. Et ils expliquent que l'innovation financière, c'est une réponse des banques aux contraintes. Et donc là, on est dans des modèles toujours de microéconomie, mais c'est des modèles plutôt de théorie des jeux. D'accord ? Donc, quelles contraintes ? Eh bien, l'idée, c'est de se démarquer de la concurrence. Première contrainte, on en verra d'autres. Mais d'abord, on va se démarquer de la concurrence. Il n'y a certes pas de brevet, mais il y a effectivement un effet positif dans l'innovation financière, c'est que ça crée un effet de réputation. Et donc, apparaître comme une banque innovante, c'est une façon d'attirer de nouveaux clients. Il y a cette image de marque qui est importante. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, à Goldman Sachs, vous voyez beaucoup d'ingénieurs financiers. Et quand Goldman Sachs reçoit ses clients les plus prestigieux, et bien évidemment, il y a des présentations qui sont faites par les ingénieurs financiers, des nouveaux produits. C'est surtout un outil marketing. En France aussi, on connaît ça. Alors, pas juste sur l'innovation financière, mais vous savez, par exemple, les économistes de banque. Vous connaissez les économistes de banque. Les économistes de banque, vous connaissez peut-être Patrick Artus, vous connaissez, il y en a d'autres. Patrick Artus est certainement le plus connu d'entre eux. Il intervient beaucoup dans les médias, il intervient beaucoup dans la presse, quelqu'un de très vif, grande culture économique. Et donc, c'est le chef économique de Natixis. Et puis, je ne suis pas tout à fait objectif, s'il mérite toutes ces éloges, je ne suis pas tout à fait objectif parce qu'il est professeur associé à Paris, hein, donc, et il intervient dans notre master. Donc, raison de plus pour en dire du bien. Mais objectivement, hein, c'est certainement l'économiste de banque le plus connu en France. Il est vraiment très très présent dans les débats. Et c'est tout à fait légitime. Eh bien, il est à la tête d'une direction
d'études dans lequel vous trouvez beaucoup d'anciens de Paris 1 et d'anciens du master, hein, je dis d'anciens de Paris 1. Et donc, les économistes chez Natixis rédigent des notes sur la conjoncture économique, sur l'évolution à moyen ou long terme. Ces notes, bizarrement, elles sont publiées, alors très fréquemment. Et puis les économistes de Natixis, Patrick Artus en tête, sont souvent dans les médias, sont souvent à des tables rondes. C'est au fond assez étrange, parce que généralement, dans une entreprise, quand on finance de la recherche, c'est surtout pas pour communiquer sur cette recherche. Hein. Vous verrez rarement un ingénieur de chez Apple venir faire cours et expliquer ce sur quoi il travaille et expliquer sa vision qu'il a du secteur des nouvelles technologies. Non, c'est spécifique aux banques. Pourquoi ? Parce qu'au fond, les publications, toute la recherche et développement qui est menée dans les banques, c'est pas tant pour la banque elle-même que pour communiquer. Et c'est vrai qu'effectivement, Natixis est vu comme une des banques les plus... c'est une banque qui a une très bonne réputation parmi les professionnels, comme une banque innovante, comme une banque qui connaît bien son métier. Je caricature un peu, mais par exemple, la Banque Postale n'a pas cette réputation. Pour le meilleur et pour le pire. Ce qui fait que la Banque Postale, d'ailleurs, hein, et je vais en dire du bien, parce que j'en pense beaucoup de bien, la Banque Postale, d'ailleurs, n'a subi aucun dommage lié à la crise des subprimes. Bon, c'était il y a plusieurs années de ça, j'étais à une table ronde avec le dirigeant de la Banque Postale qui me disait, de toute façon, on ignorait, on avait connaissance de ce marché, mais on n'avait pas les compétences pour intervenir sur ce marché, ce qui nous a finalement réussi, puisque ça nous a évité de subir des pertes, alors qu'au contraire, on a beaucoup de banques françaises qui ont subi de lourdes pertes sur ce marché. Bon. Voilà, être innovant, ça n'a pas que des avantages, hein. Ça conduit aussi à prendre des risques, certainement. Premier point, je crois qu'il est bien clair, il est que l'innovation financière, c'est aussi un outil pour défendre l'image de marque de Goldman Sachs, de Natixis, prenez les banques que vous voulez. Et puis il y a une deuxième contrainte qui est certainement la plus importante. Et je vous ai dit que l'on doit à Edward Kane, donc c'est un papier publié dans l'American Economic Review en 83, un papier vraiment fondateur, parce qu'il a permis vraiment de bien comprendre cette dialectique réglementaire. De quoi s'agit-il ? Eh bien, on est dans un modèle avec deux acteurs. L'intuition derrière le modèle est très simple. On a deux acteurs, on a l'État d'un côté et le secteur bancaire de l'autre. Enfin, le secteur bancaire et financier, on ne distingue pas si c'est une banque, si ce sont des marchés, qu'importe. Okay. Et puis, ce secteur financier, il y a un agent représentatif, hein, c'est pas très, très important ici. Eh bien, on met rapidement et facilement en évidence que on va être dans une dynamique. Les régulateurs mettent en place des réglementations, ce qui pousse les banques à innover pour contourner cette réglementation. En retour, eh bien, on va devoir déréglementer pour re-réglementer, c'est un terme dont j'ai déjà parlé, hein, ce qui va susciter une nouvelle vague d'innovation financière. Hein, vous voyez un peu cette dynamique, cette dialectique qui existe entre donc, les autorités et le secteur bancaire. D'accord ? Donc on a cette dialectique, et puis si on veut rendre le modèle un peu plus réaliste, il faut bien admettre que la capacité de réaction n'est pas la même entre nos deux acteurs. L'État réagit moins vite que ne peut le faire la banque, simplement parce que l'État a moins de moyens. Et donc on voit bien apparaître cette dynamique. Il faut bien sûr que cette dynamique, on l'ait en tête. La régulation, elle n'est jamais acquise pour de bon. La régulation, elle se doit d'évoluer sans cesse pour s'adapter aux stratégies de contournement des banques. Et puis, ça doit aussi éclairer la façon dont on régule. Si on régule trop spécifiquement, si on tente de mettre en place des régulations trop sophistiquées, alors c'est la porte ouverte à des contournements. Plus c'est sophistiqué, plus c'est opaque, et plus c'est facile pour les banques de contourner la réglementation. Donc ça plaide, ce papier, comme conséquence directe, l'idée selon laquelle
une bonne régulation financière, c'est une réglementation financière qui soit suffisamment généraliste, pour anticiper sur d'éventuels contournements. À être trop spécifique, on s'expose à être inefficace. D'accord? Donc la réglementation financière, il faut qu'elle fixe des principes. Cette idée selon laquelle la réglementation financière se doit de fixer des principes, vous verrez, j'y reviendrai, je vous donnerai, on discutera un peu de la sophistication de la réglementation financière un peu plus tard. Gardez la directive réglementaire en tête, j'y reviendrai. Ok? Vous comprenez bien ce modèle? Ce modèle, encore une fois, il est fondamental pour comprendre comment on a libéralisé dans les années 80, puis comment on a re-réglementé, puis comment les banques se sont adaptées. Là encore, je fais un renvoi sans cesse, parce que bien sûr, tous les cours sont liés. Mais quand on parlera de la crise des subprimes, vous savez que la crise des subprimes, un des éléments majeurs de la crise des subprimes, c'est la titrisation. Et cette titrisation, vous savez, on l'a évoqué, elle s'est développée aussi parce que c'était un moyen pour les banques de contourner la réglementation sur les fonds propres. Donc, sans cesse, on doit avoir en tête cette dialectique réglementaire qui explique et permet de bien comprendre la mutation financière. Okay. Alors, un petit bémol, une remarque quand même. Ici, dans mon modèle, j'ai l'État et la sphère privée. Et ce modèle, il s'applique assez bien aux pays anglo-saxons. En France et en Europe, de manière générale, en tout cas dans les années 80-90, la mutation financière ne s'est pas traduite par ce jeu entre ces deux acteurs. C'est le gouvernement, c'est l'État qui a impulsé l'innovation financière. C'est l'État qui a été à l'origine de la création des SICAV, c'est l'État qui a été à l'origine de la création du MONEP et du MATIF. C'est l'État qui a, dans beaucoup de domaines, favorisé l'innovation financière. Donc, voilà. On a un modèle d'une part, et puis on a des spécificités liées à chaque pays d'autre part. Troisième contrainte, je vous ai dit, première contrainte, on va essayer de se démarquer de la concurrence, un effet réputationnel. Deuxième contrainte, on va essayer de contourner la réglementation, optimiser et contourner la réglementation donc. Et puis troisième contrainte, s'adapter aussi aux risques. Si on innove, c'est pour mieux gérer les risques. Les risques apparaissent comme une nouvelle contrainte dans les années 70. Souvenez-vous de ce qu'on a dit la semaine dernière, la mutation financière, elle commence avec l'abandon du système de Bretton Woods, et donc on est face à un système où le risque est plus important, les risques financiers sont plus importants. Ça aboutit à la création des marchés dérivés, donc ça aussi ça s'interprète dans le cadre de la théorie donc, de Silbert comme une façon pour les banques de s'adapter. L'innovation financière donc, naît de l'adaptation des banques aux contraintes. Et sur ce point, je dois ajouter que si l'innovation financière naît pour répondre à des contraintes, et notamment des contraintes de risque, l'innovation financière est en elle-même porteur de risque. Donc les effets sont assez ambivalents. Davantage de risques conduit à davantage d'innovation financière, et davantage d'innovation financière crée de nouveaux risques. L'essor des produits dérivés a joué pour beaucoup dans l'augmentation du risque systémique, puisque vous savez que sur le marché des produits dérivés, on a une forte concentration. Les 10 plus grandes banques au monde pèsent 80-90% des volumes de transactions. Donc on a une forte concentration, ce qui est éminemment lié à la notion de risque systémique. Et pour revenir sur cette dynamique réglementaire, donc il y a des risques, on peut ajuster les deux maintenant. Monter des risques, on innove, ça conduit à de nouveaux risques. Par ailleurs, l'innovation permet de contourner la réglementation, il faut re-réglementer. Et à quel moment on réglemente? Justement, au moment des crises.
Donc il y a une imbrication étroite entre tous ces éléments-là. La plupart des réglementations financières sont imposées après des grandes catastrophes. Alors ça date pas d'hier, hein. Vous savez, la bulle sur la compagnie des mers du Sud, ça a donné lieu en Grande-Bretagne à une réglementation importante, la Corporate Charter Restricted. Dans les années 30, évidemment le krach boursier des années 30, ça s'est traduit par la création de la SEC et par le Glass-Steagall Act et bien d'autres réglementations dans les années 30. Donc la conséquence directe de la grande crise, c'est un mouvement de réglementation. Les faillites d'Enron et de WorldCom ont été retentissantes au début des années 2000. Ça a conduit à la mise en place de la loi SOX. Et bien sûr, la grande crise de 2008-2009 a conduit à la loi Dodd-Frank. Je prends ici l'exemple des États-Unis parce que je vous ai dit, ce modèle il s'applique plus aux pays anglo-saxons, mais en France aussi, on voit bien que la réglementation, elle suit de près les grandes crises. Ok. Voilà. J'en ai fini sur l'innovation financière. La semaine prochaine, j'ai pris un petit peu de retard. La semaine prochaine, un bilan de cette mutation financière. Ok, merci.